Racaille pour l'émission consacrée à François Cavanat, écrivain. Et je dois dire que bon, tout de suite, Piquet-Coup va vous causer d'Hérital, un extrait d'Hérital de Cavanat, et puis après, on blablatera un petit peu là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que Cavanat, il a dû écrire entre 50 et 60 bouquins. Nous, on s'est intéressé au Rital, au Ruskov et à Lune de miel. En fait, c'est un peu comme une trilogie qui résume sa vie. Mais c'est vrai que c'est très difficile, par contre, de choisir un extrait, parce que quand on lit ces bouquins, on a envie de tout faire partager, de tout lire. Chaque chapitre a quelque chose de pétillant, d'intéressant. Donc là, j'ai choisi. Alors en fait, dans l'Hérital, il raconte que au départ, il voulait donc il parle de son enfance. Il a à peu près entre 6 et 16 ans. Quand on le voit dans un doc où il dit quand j'ai commencé à écrire l'Hérital, j'ai voulu me raconter mon enfance et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai fait un livre sur mon père. Donc là, j'ai choisi une partie d'un chapitre qui s'appelle le péché. Quand papa mange une pêche et qu'il la trouve bonne, il suce le noyau bien à fond, bien propre, et il le met dans sa poche, dans une de ces poches de sa veste qui pendent de chaque côté, comme des musettes. Le noyau de pêche retrouve là d'autres noyaux de pêche, arrivés avant lui, qui se sont fait un nid parmi les boulons, les rondelles, les clous à bateau et toutes ces merveilles rouillées que je vous ai dit qu'il y a dans les poches de la veste à papa. Le noyau restera là avec ses copains, cahoté dans les ferrailles, jusqu'à ce que papa trouve un coin de terre pour le planter. Ce sera peut-être dans le jardin d'un pavillon qu'il construit ou qu'il ravale, pas au milieu de la pelouse bien sûr, mais dans un endroit à l'écart qui ne risque pas de ravager la bêche ou la tondeuse. Par exemple, derrière le tas de fumier. Si le chantier dure assez longtemps, papa voit sortir la première pousse, et puis la tige monter, les premières feuilles s'ouvrir. Il ne dit rien à personne. Il est tout content au-dedans de lui. Il va de temps en temps pisser sur le tas de feuilles mortes et de crottes de lapin, fumier citadin qui mûrit tout doucement en bouc au poste noir. Le propriétaire félicite cet homme de la terre qui arrose son fumier de belle urine de travailleurs propre à activer les fermentations mystérieuses d'où procède toute vie. C'est comme ça que ça se cause, dans le dedans de sa tête, un propriétaire. C'est parce que ça lit des livres. Papa, c'est son péché qu'il est venu visiter. Il surveille, approbateur, les tendres feuilles encore transparentes, laisse fuser un long jus de chic juste au pied, et il s'en retourne à sa gâchée de mortier, 3 brouettes, un sac, en chantonnant sa petite chanson. Ouais. Oui, c'est lui qui appelait François Cavanat François. C'était un ouvrier italien illettré et qui a un cœur immense. Hein. Et mes parents, à Nogent, parce que j'habite, j'ai une vingtaine d'années de différence avec Cavanat, mes parents l'ont connu parce qu'il venait, le papa de Cavanat, il vidait les fosses septiques des bourgeois. Et mes parents l'ont connu, enfin parce qu'ils l'ont connu pas intimement, mais ils l'ont employé comme pour leurs fosses septiques, ils venaient régulièrement s'en occuper, voilà. Et oui, c'est vrai que Cavanat, il y a des passages vraiment craquants dans son bouquin, dans l'Hérital. Et par exemple, si Cavanat buvait pas de vin, ce qu'il appelait la vinasse, c'est parce qu'il a assisté, son père qui était un homme gentil, innocent, quoi, on dirait un innocent. Eh bien, ses copains maçons le faisaient boire quand il y avait des fêtes, etc. Et Cavanat devait assister à son père ivre, qui tombait par terre, etc. Et les copains qui se foutaient de sa gueule et tout. Et ça l'a profondément marqué, parce qu'il adorait son papa, et de le voir comme ça, pitoyable, la risée des gens, etc. Ça lui a procuré une aversion durable envers, justement, la vinasse, quoi. Donc il ne buvait pas une goutte d'alcool, Cavanat, entre autres. Ouais, et donc il raconte aussi tout ce quartier de la rue Sainte-Anne qui existait à Nogent.
Et ce qui est intéressant, Robert, c'est que toi, avec Havana, vous avez quand même presque 20 ans d'écart. Ouais. Et en fait, quand tu me racontes Nogent, c'est le Nogent de Havana. C'est-à-dire que pendant ces 20 ans, un peu, c'est comme si tout était resté pareil, quoi. C'est ça qui, à chaque fois que tu m'évoques la Marne, les baignades dans la Marne, effectivement, et qu'on le lit dans Havana, on retrouve exactement la même chose, quoi. C'est cette joie de vivre quand même aussi, là où vous alliez vous baigner dans la Marne. Ouais. Il raconte déjà des passages un peu sympas, quoi. Il est avec ses potes et qui, ça y est, voilà, ils vont prendre un bain. Ouais, comme on le faisait nous 20 ans plus tard, parce que nos gens n'avaient pas changé depuis la fin de la guerre, ou même avant la guerre, jusqu'aux années 60. Nos gens n'avaient pas changé, nos gens étaient toujours semblables, il y avait toujours le quartier Sainte-Anne, et la Marne était encore potable, on pouvait se baigner dedans, etc., etc. Jusqu'au jour où un maire de droite, Ningesser, a pris les commandes à nos gens, et alors là, c'est un pompidolien, vous voyez, Pompidou, vous voyez ce que c'est, Pompidou, hein, c'est le trou des Halles, c'est la circulation automobile démente sur les berges de la Seine, etc. C'était un mec qui était vraiment pour le modernisme à tout va, et le maire de Nogent, en comment on pourrait dire, en bonne émule de Pompidou, dont il a été un sous-ministre, comme dit le canard enchaîné, a fait raser tout ce qui était populaire à Nogent, enfin en tout cas le maximum, dont le quartier Sainte-Anne. Il reste que la maison de Cavana dans le quartier Sainte-Anne, parce que c'est la maison de Cavana. Voilà. Et ce sont des gens de droite, évidemment, qui l'ont épargné, après avoir tout cassé. Et puis, je l'ai déjà dit dans cette émission, il a procédé aussi à la destruction de toutes les guinguettes qui y avait à Nogent. Enfin bref, c'était un massacre invraisemblable. Voilà. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, avec 20 ans de moins que Cavana, on a fait les mêmes choses. Il y avait des bandes de garçons qui se battaient avec les gamins du Perreux, c'est la guerre des boutons, avec les gamins de Fontenay-sous-Bois, les gamins de Montreuil. Nous, c'était pareil, c'était les Portugais du pont de Mulhouse, c'était etc., etc. Parce que c'était les Italiens, moi quand j'étais gamin, c'était les Portugais, après il y a eu les Espagnols avant, mais ça s'est assez bien passé. Et voilà. Donc il y a vraiment des choses qui parlent dans Cavana, enfin qui me parlent surtout. Mais curieusement, Piquet-Cou, qui est beaucoup plus jeune et qui n'a pas connu cette époque et qui était une pure parisienne, elle est complètement bouleversée par tout ce qu'elle lit, parce qu'elle y sent, il y a une espèce de sincérité, de vérité là. Cavana, c'était pas du tout un truqueur, c'était quelqu'un de très 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 honnête, trop honnête, oui, parce qu'il s'est fait bananer magistralement, voilà. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, il a ce couronnement avec son dernier livre, dans la blanche, comme on dit, c'est-à-dire Gallimard, quoi, vous voyez. Pour un écrivain, c'est le top. Et heureusement qu'il y a eu un lecteur de chez Gallimard, un éditeur de chez Gallimard qui a lu son bouquin, son manuscrit, et qui l'a accepté, parce que pour Cavana, ça a été, si vous voulez, à la fin de sa vie, désespéré de tout. Il n'était pas désespéré lui-même, mais on peut croire ça, en tout cas, lâché par tout le monde, ça c'est sûr. Il a eu au moins une reconnaissance littéraire certaine, et ça a été quand même, pour la fin de sa vie, quelque chose de formidable pour lui. Ouais. Et c'est vrai que dans l'hérital, on démarre avec lui, donc ça c'est super. Donc il y a c'est vraiment un enfant de la République. Enfin, il apprend à l'école communale. Parce qu'effectivement sa maman est je crois de la Nièvre, son papa donc est maçon et parle à peine français. Quand il retranscrit ce que dit son père, il le retranscrit phonétiquement. C'est très difficile à suivre. Et lui va à l'école et en fait c'est un excellent élève et il est passionné par les livres. Il va à la bibliothèque, il lit tout ce qu'il trouve. Donc il a une culture incroyable, qu'on sent qu'il aime le verbe, il aime le mot, il aime tout ça. Et c'est dans ses livres, c'est vraiment ce qu'on ressent, parce que il y a des images partout. Et même après, quand je vais lire un extrait d'Eruskov, même dans les moments les plus tragiques, en fait, il arrive à y mettre quelque chose d'un petit peu léger, quoi. C'est assez merveilleux d'avoir il y a une intelligence, il y a quelque chose qu'on voit rarement en fait en écriture. En littérature, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors bon.
je suis les progrès de ma camarade dans ses lectures, et je dois dire que je ne sais pas si elle va tenir le coup surtout pour lire les Ruskov, l'extrait des Ruskov, parce que c'est un livre absolument bouleversant que je refuse de relire je sais pas combien de fois, mais quand elle a évoqué ce qu'elle avait lu dans les Ruskov, j'ai dit moi je les relirai pas, parce que d'abord de voir sa tête aller au bord de l'effondrement, j'ai dit non. Ouais. Et là, il raconte, il y a aussi sur ce qu'il l'a formé, quand il parle de Bibi Fricotin, des illustrés que sa maman lui achetait. Et ce qui est génial, c'est que sa maman, en fait, a toujours voulu qu'il réussisse. C'était vraiment ce qui la motivait, quoi. Il fallait que son François, il soit bon à l'école et qu'il y arrive, quoi. Et quand il a été postier, là, c'était l'apothéose, là. Elle était vachement fière qu'il soit postier, elle en parlait à toutes ses copines. Ouais, fallait pas qu'il soit maçon, fallait qu'il soit postier. Ouais, quoi. parce que c'était l'administration, et voilà, pour les gens, semble-t-il, les gens simples, modestes, rentrer dans l'administration, c'était quand même quelque chose, quoi. C'était la sécurité de l'emploi à vie, etc., etc. Et puis l'administration des postes jouissait d'un certain prestige aussi, il faut le dire. Moi, je me souviens du facteur qui avait une grande cape noire, je sais pas, noir ou bleu marine foncé. Voilà, c'était les facteurs quand ils déboulaient, c'était assez imposant quand même. Et l'émission Araka est consacrée aujourd'hui à notre écrivain préféré, François Cavanat, un écrivain, un être humain d'abord, un cœur grand comme ça, qui nous a quittés il y a 2 ans environ. Nous on était allé le saluer au Père-Lachaise, en se caillant les meules, je dis pas, on avait les pieds, c'était des blocs de glace. Enfin, on a été réchauffer ça dans un bistrot. Bon. Et voilà, Cavanat, qui est un pays à moi, si je peux dire, puisque moi aussi je suis de Nogent-sur-Marne-les-Boudins, comme lui l'était. Alors je trouve qu'ils sont un peu gonflés, cette mairie et RPR. Alors ils ont fait la bibliothèque Cavanat, ils en ont fait des tonnes, vous voyez, ils ont des choses à se faire pardonner. Voilà. Puis Cavanat, qui est quelqu'un de gentil, profondément gentil, il a laissé faire. Il a même laissé faire beaucoup trop de choses, parce que ça lui a pas vraiment servi, il n'y a pas eu de retour, on peut dire. C'est pas le cas des gens comme ça, qui sont pas des opportunistes. Ils en prennent plein la tronche, et puis voilà. Et quand d'autres en profitent et s'engraissent à leurs dépens. Alors tout de suite, ma camarade Piquet-Cou, qui est, je peux vous l'assurer encore une fois, une fan inconditionnelle de cet écrivain, d'abord, elle va vous lire un extrait des Ruskov. J'espère qu'elle ira au bout, parce que je la sens un peu fragile sur le coup. Ouais, je vais aller au bout. On parlera des Ruskov après, donc je lis l'extrait. Donc effectivement, je précise quand même que les Ruskov racontent principalement quand il a été déporté au STO en Allemagne, donc pendant de 42 à 45, donc pendant 3 ans. Et voilà, donc dans le passage que j'ai choisi, c'est plutôt vers le dernier tiers du bouquin. Donc c'est Berlin qui vient d'être détruite. J'ai vu crouler Berlin jour après jour, jour après jour. Ils ont fait ça, ils ont pu le faire, je ne m'en remettrai jamais. La guerre sera toujours en moi, toujours, tant que je vivrai. Ils ont pu faire ça, ils l'ont fait en riant, j'en suis sûre, en chantant, en se donnant de grandes tapes dans le dos pour avoir si bien visé, en débouchant le champagne des grandes occasions. Des hommes ont pu faire ça, j'ai vu crouler Berlin, j'ai pas vu Londres, les journaux d'ici se vantent de l'avoir écrasé, j'ai pas vu Kharkov, j'ai pas vu Stalingrad, j'ai pas vu Dunkerque, j'ai pas vu Pearl Harbor, j'ai pas vu Dresde, ni Hambourg, ni Dortmund, ni Varsovie, je ne les ai pas vues, mais je les ai vues toutes. J'ai vu Berlin. La guerre, les chleux l'ont dans le cul, on le sait, et eux aussi le savent. Les Russes sont sur l'Oder, les Ricains sont en France et en Italie, tout fout le camp, c'est la fin. Alors, pourquoi les bombes sur les villes, ça n'écourte pas les guerres d'un seul jour, pas d'1 heure. Pour terroriser le populo. Oui, c'est vrai, il est terrorisé, et alors quel populo? Des femmes, des gosses, des vieux, des esclaves déportés. C'est pas ceux-là qui décident de la guerre. Ils ne peuvent rien. Que répandent leurs tripes, brûler vivants, crever de faim, avoir peur et fermer leur gueule. J'ai vu une femme, pas jeune, pleurer devant le tas de briques qui avait été sa maison. On venait de sortir de là-dessous les morceaux de son mari. Elle sanglotait, pas moyen de se retenir, ne voulait pas s'en aller de là, sanglotait, c'est tout.
se tordait les mains, pleurait en public et défendu, indigne du peuple allemand, défaitisme. Le défaitisme est puni de mort. Partout des affiches le rappellent. D'autres exaltent l'admirable fermeté des Berlinois dans l'épreuve. C'est la première chose qu'ils font, coller ces affiches sur les ruines fumantes. À peine l'alerte finie, les Hitlerjungen aux cuisses musclées accourent avec leurs pinceaux, leurs pots de colle, leurs culottes courtes et leurs chaussettes blanches. 2 gros mecs en uniforme moutarde, avec brassard rouge à croix gammée, ont pris la femme chacun par un bras, lui ont parlé, avec patience. Ils comprenaient très bien, ils lui ont dit « Nous comprenons très bien votre douleur. C'est atroce, salaud d'anglais. Mais il est mort pour l'Allemagne, pour le Führer. Il sera vengé. » Songez à tous ces beaux jeunes gars qui tombent au front. Gna gna gna, ils débitaient leurs conneries de merde, mais elles s'en foutaient bien de l'Allemagne, du Führer, du peuple allemand, de l'honneur et de la dignité, et de perdre la face devant des cochons d'étrangers. Plus rien n'existait, elle n'offrait plus prise. Elle avait perdu son vieux. La bombe n'avait pas voulu d'elle. Elle n'était plus qu'horreur et incrédulité. Et moi, je la regardais. Je devrais être blindée. L'horreur, je patauge dedans à longueur de journée. Je la regardais et j'avais envie de chialer avec elle, de hurler à la mort. Cette vieille, c'était ma mère, c'était maman devant son fils éventré. Mon blindage était tombé. Une bonne femme qui pleure. Mais qu'est-ce que c'est dans ce bordel d'épouvante où je traîne mes pieds depuis si longtemps? Bah oui, tu sais jamais quand ça va te cueillir. Tout un coup, j'en pouvais plus. Viens me parler de Bosch ou de pas Bosch après ça. Ouais. Et je vais lire un autre extrait où là, il est avec Maria. Et en fait, il y a quand même eu des moments un peu de respiration dans toute cette déportation. Et c'est là, dès le début des travaux forcés, il a rencontré Maria, avec qui il va passer donc toutes ces années. Alors voilà, nous sommes en Poméranie, dans un petit bled qui s'appelle Zerentin, à une 30aine de kilomètres à l'ouest de Stettin. C'est là qu'on est venu creuser des trous pour arrêter les Russes. Zerentin est tout petit. Il n'y a que 2 ou 3 belles fermes, très propres, quelques maisons de paysans pauvres, une église, une école. Nous sommes logés à l'école et dans la salle du catéchisme. Non, c'est-à-dire les Français, les Ruskov n'ont qu'à se démerder. Et voilà la démerde qu'elles ont trouvée, les Ruskov. Une immense grange, fabuleusement haute, où se trouve une fabuleuse meule de paille. La meule de paille monte jusqu'au toit de la grange. Ce doit être la grange communale ou un machin en coopérative. Enfin bon, on dirait que toute la paille du pays est rassemblée là. Et alors les babas se sont creusés des trous dans la paille, dans les murailles verticales de ce tas de paille, au milieu de cette grange. Elles s'enfoncent le corps dans leurs trous, chacune le sien, juste la tête qui dépasse. On a chaud, on est bien, c'est formidable, toutes ces têtes qui dépassent de cette paille, comme des nids d'hirondelles accrochés à une falaise. Quelle merveille! Naturellement, je couche là. J'ai mon trou avec Maria dedans. C'est tellement drôle et tellement bon, on se serre l'un contre l'autre, on se regarde et on rit comme des bossus. Et le soir, tous les soirs, les Russes chantent. Là, personne ne les emmerde. Les Français sont à l'autre bout du pays, dans leur école, dans leur sacristie. Les Allemands du village, quelques vieux et quelques femmes, les enfants ont été évacués, viennent autour de la grange, écouter les Russes chanter dans la nuit. Ils s'assoient par terre, ils tirent sur leurs pipes, ils ne disent rien. Je sais que de grosses larmes leur coulent sur les joues, et puis ils s'en vont, discrètement. Demain, l'armée rouge sera là. Jamais les filles n'ont chanté comme ça. Dans l'énorme nuit balte, elles se donnent corps et âme, comme on se donne dans l'amour, comme on se suicide. Elles se saoulent de beauté, elles délirent d'extase, au bord de ce demain qui baie, noir, ce demain imminent qui va tout changer, sauvagement, sans qu'on sache quoi, sans qu'on sache comment. Ah, merci, Denis. Donc voilà ce deuxième extrait des Ruskov. Moi, j'aurais pas été capable de le lire. Non, en fait, tout le livre, je l'ai lu, j'ai aimé le lire, et c'est vrai que je crois que je pourrais pas le relire parce que c'est, même il y met toujours, il y a cet amour avec Maria qu'il porte, il y a cette jeunesse, cette force, il y a quand même une force incroyable, mais il y a tout ce qu'il a subi physiquement, tout ce travail, le froid, la faim permanente, enfin, c'est un livre qui est éprouvant. Oui, et on doit aussi souligner, parce que vous savez, je me souviens qu'il y a eu un procès célèbre fait à Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, un procès qui l'accusait d'avoir collaboré, d'avoir été volontaire pour le service du travail obligatoire. Et je me souviens de Georges Marchais qui pleurait
Alors que Cavana, il a été enlevé. Il travaillait dans une entreprise à Nogent qui s'appelait Bailly. C'est une entreprise pharmaceutique qui fabriquait des médicaments. Bailly, tenez-vous bien, elle existait, elle était sur les bords de la Marne, avec une façade qui était un petit peu en retrait du bord de la Marne, qui était, bon, je vais pas vous faire un descriptif de la géographie de Nogent, bref. Ouais, il était maçon, en fait. Il était maçon là-dedans. Il avait quel âge? 18 ans? Mais il avait 16 ans, je crois. 16 ans, oui, 16 ans, oui, voilà. Et alors, Bailly, on pourrait dire cette fabrique bien française, de chez nous, comme Renault, comme ces gens-là, eh bien, pour pouvoir avoir si vous voulez, des denrées, mais du sucre, tout ça, pour faire leurs médicaments, enfin des choses, de l'alcool, des choses qui étaient introuvables à cette époque-là, eh ben, elle avait un deal avec les Allemands, leur refilait tous les jeunes gens qu'il y avait là-dedans, pour aller au service du travail obligatoire en Allemagne, parce qu'il faut dire que ça se bousculait pas pour partir. Il y avait pas beaucoup de volontaires. Beaucoup de gamins se tiraient dans la résistance, dans les réseaux de résistance pour y échapper. Et ceux qui y échappaient pas, ben on les raflait pour les emmener là-bas. Et voilà comment Cavana s'est retrouvé adolescent. S'est retrouvé en camp de travail en Allemagne où il a subi, alors là je dis, le descriptif de tout ce qu'il a dû endurer, c'est invraisemblable qu'il s'en soit sorti. Ah ouais, il a été même jusqu'à, d'ailleurs on voit dans les vidéos, il a même été jusqu'à se mutiler le doigt d'une main tellement le travail de presse qu'on lui imposait était difficile, et il se dit je vais plus pouvoir tenir, donc il s'imagine effectivement que mutilé il échappera à ce travail-là pour repousser des wagonnets ou aller ailleurs. Et bon. Oui, non, c'est plus un début de septicémie, plus des problèmes d'hémorroïdes qui sont avec des complications. Enfin, énorme. Oui, il aurait dû y passer, mais plusieurs fois, quoi. Il a tenu le choc. Un garçon qui avait un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Mais encore une fois, je voudrais insister sur ces entreprises françaises, voyez-vous, qui collaboraient, mais d'une manière éhontée avec l'occupant, et puis vous croyez qu'il y a eu des représailles à la Libération, pensez-vous? Et ouais, si il y a Renault qui a payé, il a eu dans le prose, mais ces entreprises comme Bailly, comme en Allemagne toutes les usines d'armement qui fournissaient le Troisième Reich, les Krupp et compagnie qui ont employé des millions d'esclaves gratos, voilà, et qui les faisaient travailler jusqu'à la mort, particulièrement les Russes et les Polonais, sans parler des Juifs évidemment. Parce que c'est tellement évident, en plus, enfin, si on a encore un peu de mémoire de ce qui s'est passé. Voilà, et ceux-là, non plus, après la guerre tranquille, ils continuent maintenant, ils sont toujours là, vous voyez. Alors que, par exemple, à Auschwitz ou à Treblinka, ou tous les camps de concentration, pas tous, mais certains, en tout cas, il y avait des usines, ces fameuses usines d'armement, qui étaient autour. Alors, ils avaient la main-d'œuvre sur place, la main-d'œuvre gratos sur place, voilà, et puis ils pouvaient continuer leurs petites affaires. Et ça s'est passé aussi à Nogent-sur-Marne avec l'usine Bailly, voilà, qui était sur les bords de la Marne et où Cavana a été raflé avec le consentement de l'entreprise par les Boches pour aller pendant 3 ans en Allemagne, voilà, travailler gratos. Ouais. Et donc dans les Ruskov, il parle de l'exode aussi c'est quand il est encore postier où voilà, on est en 40 et d'un coup il faut partir sur Bordeaux, donc les routes sont encombrées, il loupe un rendez-vous, enfin c'est compliqué, il est en vélo et il va partir sur Bordeaux. Bon, il ira pas jusqu'à Bordeaux, donc il raconte un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Et on va passer à la suite après avoir écouté évidemment ces femmes qui chantent. Alors Katiouchka, parce que effectivement, c'est une chanson qui revient très souvent. Ces chants de femmes russes sont là en permanence. Hein, ces babas là, elles chantaient tout le temps, ce qui leur donnait une force incroyable, quoi. Et des fois, elles chantaient même des chants anti-nazis que les Allemands comprenaient pas, quoi. Ouais, mais il faut dire que les Russes, ils en ont vraiment bavé parce qu'ils étaient considérés comme des animaux par les Allemands, carrément, avec les Polonais d'ailleurs, et les Juifs. Donc ils étaient effectivement moins bien nourris, moins bien logés. Et ils avaient des sévices corporels beaucoup plus violents, allant jusqu'à la mort, la pendaison, etc., etc. Parce qu'effectivement, les prisonniers français, fallait quand même qu'ils meurent pas. Ouais. C'est ce qui a probablement sauvé une partie, c'est qu'il fallait quand même les alimenter à minima et les soigner à minima, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Яблони, груши,
выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, ох, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку родную, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, а плыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. C'était donc Katiushka qui était interprétée par Mikhail Smirnov et Natalia Demidova. Bon, alors, pour l'émission Araka est consacrée donc à François Cavana, écrivain, et tout de suite, ma camarade Piquécou va vous lire encore un extrait du troisième livre dont on vous parlait ce matin de Cavana. Moi, je sais, c'est un petit peu trop synthétique tout ça, mais bon, il nous faudrait une douzaine d'émissions pour faire le tour. Lune de miel. Voilà, alors lune de miel, donc Cavana avait la maladie de Parkinson, et lune de miel, c'est très joli. Et en fait, lune de miel, c'est malheureusement c'est une période un peu de rémission. C'est ce que les médecins, c'est un nom donné par les médecins neurologues, donc à la période pendant laquelle les symptômes de la maladie de Parkinson s'atténuent, au point de croire qu'en fait on est guéri, mais en fait c'est pour mieux reprendre avec encore plus de violence. Donc dans ce livre Lune de miel, effectivement, il revient sur pas mal de faits dont il avait parlé déjà dans les Rital, dans les Ruskov, et il parle aussi donc de cette maladie qui lui est tombée dessus. Là, c'est un chapitre qui s'appelle Un octogénaire plantait. Je ne suis pas riche, je ne me plains pas, c'est-à-dire je ne me plaignais pas. J'ai toujours vécu comme l'oiseau sur la branche. Il y eut des périodes dures, très dures, par exemple quand Choron ne pouvait pas nous payer, et c'était la plupart du temps. J'avais une confiance solide en ma capacité de travail. Je savais que je trouverais toujours des bricoles, des ménages en cas de besoin vraiment pressant. Choron nous refilait des fiches de paie bidon, les cotisations n'étaient pas payées, la retraite était loin et je ne voulais pas y penser. J'avais la chance d'avoir un métier fantastique, je travaillerais jusqu'au bout, ça tombait bien, je bossais dans l'enthousiasme, pas de raison que ça s'arrête, ni par conséquent qu'on crève de faim. Tita, les gosses, les chiens, les chats et moi. C'était un peu simplet comme vision d'avenir, ça me semblait imparable. 80 berges, la grande charnière. Peut-être 82 ou 3. Entrée furtive de mademoiselle Parkinson dans ma vie. Furtive pas longtemps. Quand je pris conscience que c'était elle qui serrait ma main droite dans ses petits doigts glacés, ses petits doigts d'os, et qui interdisait à cette main de m'obéir, quand je compris que c'en était fini de ma grande belle écriture sauvage, que j'en vins enfin à comprendre que ma vie basculait cul par-dessus tête, je ne sais pas si mes cheveux se dressèrent sur mon crâne, mais s'ils ne le firent pas là, ils ne le feront jamais. Ne plus écrire. On me dit l'ordinateur, traitement de texte. Tu tapes, tu mets ton texte en page, un velours. Je n'ai jamais approché d'une simple machine à écrire. Il y a des réflexes à acquérir, ou alors d'un doigt comme les gendarmes. J'ai essayé, ragé. J'allais quand même plus vite, mais en bavant, avec ma patte folle. On me dit dicte. Ça ne marche pas avec moi. Besoin des doigts, de raturer, de surcharger, de me battre avec le papier, avec l'idée, au rythme de mon exaltation. J'écris avec tout mon corps, ma tête, mon ventre, mes pieds, mon cul compris. Une locomotive une fois lancée. Il ne me restait qu'à me colleter yeux dans les yeux avec l'autre salope. J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. J'y suis arrivée.
Des mois de bagarre. Ma main avait pris le parti de l'ennemi, m'en voulait personnellement, de la haine ingénieuse, inventait des tours de con. Il m'a fallu la dompter comme le cow-boy son Mustang. Mais je l'ai eue, la salope. Oh, ce n'est pas mon écriture d'avant. Il faut déchiffrer. Et m'aimer beaucoup. Ce que vous lisez en ce moment est passé par ce stade-là. Mais la vacherie évolue. Dernière trouvaille, mon écriture rétrécit. Je dois être vigilant pour qu'elle ne devienne pas microscopique. C'est, paraît-il, classique. Quel remède ? Être vigilant. Merci. Je commencerai volontiers ce paragraphe par cet aphorisme bien scandé. Un malheur n'arrive jamais seul, mais il est déjà pris. Et comme je ne trouve rien d'aussi approprié à la situation, vous vous passerez d'aphorisme tout de suite dans le sujet au galop. Une soudaine et violente douleur dans le bas du dos. Urgence, verdict, rupture de 2 vertèbres, ostéoporose. Rien n'y fait. La douleur s'installe, souveraine, rayonnante de méchanceté, et ne s'en va plus. Dès les premiers pas, elle mord. Je dois réduire la marche au strict indispensable et ne pas oublier ma canne. Fini d'arpenter Paris à grande foulée gourmande. Le monde rétrécit. D'autres petites misères me tombent dessus à la queue leu-leu, prennent racine, je vous en épargne le défilé. Je dresse un bref bilan dont il ne ressort que mon éclatante confiance en moi, en mon corps, en mes sens, en mon jugement, en a pris un sérieux coup. Un octogénaire plantait, écrivait La Fontaine. J'étais cet octogénaire, cet homme sans âge. Octogénaire, je le suis plus encore, 87 exactement. Mais je ne planterai plus. Ouais, voilà comment ce grand homme finissait sa vie. Dans la souffrance physique et la souffrance morale aussi de ne pas pouvoir d'être, si vous voulez, réduit à un périmètre vraiment tout petit, lui qui a des grandes jambes, des chassiers, et qui aimait les trimballer dans tout Paris, comme il dit, dans de longues balades. Et c'est un amoureux de Paris, il connaissait Paris par cœur. Je crois que c'est Wolinski qui en a parlé, qui l'accompagnait parfois dans ses balades. Voilà, cet ogre de vie, parce qu'il aimait vraiment la vie. On peut pas dire que ce soit quelqu'un qui était foncièrement pessimiste. Non. Mais bon, la ville l'a trahi à la fin quand même. Voilà, il n'y a pas qu'elle qui l'a trahi d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui l'ont trahi dans ces dernières années. On voit à un moment une photo sur la rédaction de Charlie Hebdo où il est là tout seul, on le sent vraiment tout seul. Et effectivement, il est tout seul parce que tous ses copains de 25, 30, 40 ans qui l'ont accompagné ou qui l'a accompagné lui toute sa vie à Harakiri, à Charlie, etc., l'ignorait superbement. À la fin de ce jeu, il n'avait rien à foutre. Il faut dire qu'il y avait un personnage, vraiment une tête de con. Vous pardonnerez ce langage trivial, mais je trouve pas rien d'autre, qui s'appelait Val et qui lui a pourri, l'ambiance dans cette publication à force de tromperies, de mensonges, etc., etc. Il a réussi à retourner des gens qui apparemment qui étaient des compagnons assez fidèles, à les retourner comme des crêpes et à les faire marcher au son de sa propre musique qui était pas vraiment jolie. On peut pas dire que c'était de la grande musique, c'était plutôt de la petite musique de frappe. Ouais. Voilà. Et vraiment, il est pas méchant du tout, Cavana, puisque quand il en parle très peu dans ce film qu'on a regardé hier encore avec Dominique, avec Piquet-Cou, qui s'appelle... Alors c'est un film de Denis et Nina Robert qui s'appelle « Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai ». C'est une phrase qui revient dans son livre, justement, Lune de miel. Donc c'est un doc qui a été filmé en partie à l'enterrement de Cavana, qui fait des tas d'interviews aussi. On voit ses amis proches, on voit un scientifique aussi qui avait eu l'occasion de le rencontrer. C'est un film qui est très très bien fait. Il y a plusieurs extraits de ses bouquins. Ouais, on voit Ciné aussi. Il y a Ciné, on voit Choron dans ses œuvres. Choron qui lui avait dit lorsqu'ils ont recréé Charlie Hebdo avec justement ce fameux con qui s'appelle Val, Choron n'a pas voulu y aller et il a dit à Cavana, tu vois pas du tout ce que c'est ce mec, tu te trompes, voilà.
Et Cavana, lui, évidemment, on peut dire que par certains côtés, on peut pas dire que ce soit vraiment un opportuniste. Il a pas vu le coup venir, lui, ce qui comptait, c'était qu'il fasse ce journal, qu'il continue ce journal. Parce qu'il avait que ça. Il y avait que là qu'il pouvait publier pratiquement. Parce que bon, quels journaux aux ordres pouvaient publier du Cavana, hein. C'est certainement pas les Libérations, les Nouvelles Obs, etc., Marianne et compagnie qui pouvaient publier Cavana. Non. Il y avait le bouquin qu'il a créé avec Choron qui pouvait le faire, quoi. Alors Val était un peu obligé de le tolérer parce que bon, par un tour de passe-passe assez crapoteux et sans qu'il maîtrise vraiment cette histoire, Harakiri était la création du Harakiri, du mot Harakiri a été attribué à Cavana alors que c'était Choron. Non, Charlie. Ouais. Alors que c'était Choron qui l'avait trouvé. Oui, ça a quand même fini sur une brouille entre Choron et Cavana. C'est vraiment triste, quoi. Toutes ces années de complicité, où leur travail ensemble a pu faire ce que cette presse est devenue, quoi. C'est vraiment ces deux génies qui avaient tout fait fonctionner. Et effectivement, l'arrivée de Val a réussi à faire brouiller Cavana et Choron pour savoir à qui appartenait le titre, alors que Choron l'avait trouvé et que c'est finalement Cavana qui en a un peu hérité. Il en a hérité, mais c'est des manœuvres de cet avocat marron là qui est toujours aux commandes à ce Charlie actuel là, qui est un grand pote à Val. C'est lui qui a combiné tout ça, vous voyez, pourri et demi, comme on dit, je m'en fous en plus. Bon voilà. Et donc, si vous voulez, alors que ce mec, la Val, se faisait payer 12 000 € par mois, Cavana avait 0,04% d'intéressement au bénéfice de Charlie par contrat, donc il vivotait. C'était pas la misère, mais c'était pas la richesse non plus, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'en plus c'est vrai que Choron n'avait jamais payé quoi que ce soit, donc il avait sa sécu minimale, quoi. Ouais, la retraite de la sécu, quoi. Vous voyez, c'est le minimum basique, quoi. Voilà. Donc il avait besoin de ces 0,04% plus les piges qu'il faisait à Charlie pour pouvoir avoir la tête hors de l'eau, voyez-vous. Donc ça a été quand même une fin de vie, une fin de carrière, de mon point de vue en tout cas, assez triste, surtout qu'en plus, je répète, à part vraiment quelques ciné, à part Willem, des gens comme ça, qui l'ont jamais lâché, tous les autres l'ont lâché, quoi. Les Wolinski, les comment il s'appelle là, l'autre rigolo là. Cabu, etc., les ceux de la première heure, et ils ont complètement lâché. Les autres l'ignoraient simplement, voilà, c'est tout. Ouais. Alors quand on voit Charb à l'enterrement de Charlie Hebdo, qui commissionné par la rédaction, qui fait son blabla, c'est aussi un peu triste, quoi, parce que il s'est rappelé d'un seul coup que Cavana avait existé, et lui faire un éloge funèbre, ça sentait pas très bon, quoi, on peut pas dire. Voilà tout ce qu'on peut, hélas. Alors c'est vrai que tout ça il l'évoque dans Lune de miel, il en parle un petit peu à la fin, donc ça reste très sobre, mais en fait tout est dit. Justement, quand on lit entre les lignes, il sent, il raconte un peu, il est conscient de cette trahison. Françoise, qui était au téléphone tout à l'heure, qui me dit avoir bien connu Cavana, Cavana lui disait qu'en fait ses amis on les comptait sur le doigt d'une seule main, quoi. Oui, bien sûr. Oui, alors que je vous dis, c'est lui qui leur a mis le pied, comme on dit, dans le peuple à l'étrier, quoi. Tous, ils le reconnaissent tous d'ailleurs dans les diverses interviews qu'on a pu regarder. Tous, oui, c'est Cavana. Ouais, sauf que quand le nouveau Charlie est sorti, Cavana, c'était plus qu'un mec qui faisait chier, quoi. Alors il fallait se le gaver, voilà, c'est tout. C'est là qu'on voit. Il y a un vieux truc qui dit, un vieux dicton, je sais pas qu'on appelle ça, qui dit qu'on reconnaît ses amis dans la débine, mais pas dans le bonheur, quoi. Voilà. Et là, dans la débine, il en avait plus. Ah, je dis, à part Ciné, heureusement qu'il est encore là, hein, pour quelque temps, parce que voilà, c'est plutôt lui l'héritier de Cavana plutôt que les oiseaux qui est actuellement à Charlie Hebdo. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on parle, je sais pas, on peut parler aussi ça on l'a pas lu directement, du bouquin Mohican aussi de Denis Robert, qui revient. Moi j'ai eu l'occasion d'écouter Denis Robert sur le site de Là-bas si j'y suis.
où il raconte un petit peu justement toutes les embrouilles qu'il y a eu à Charlie Hebdo, donc ce dont on vient de parler. Ouais. Donc voilà, Mohican, c'est un livre de Denis Robert. D'accord. J'avais Bon. aussi un enregistrement, je ne sais pas si on n'a pas trop le temps de le mettre, mais j'ai mis des liens sur le blog, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a quelque chose qui est assez culte, un enregistrement culte, c'est quand Cavana passe sa droit de réponse en 1982, il y avait toute l'équipe de Charlie Hebdo, c'est quand Charlie Hebdo va s'arrêter en 82, et là ils étaient chez Pollack à droit de réponse, et c'est assez folklore. c'est assez folklore, ils se défoulent, donc ils mangent, ils fument, ils boivent, et il y a des interventions assez croquignolesques. Particulièrement le Choron. Voilà, là, il y a faut voir. Choron qui engueule, il y a des lycéens de Condorcet, donc Oui, de tout propre Condorcet, sur eux, ouais. qui disent que de toute façon c'est un journal de vieux qui est lu par les vieux, donc Ah ouais. il voit pas où est le problème, et là Choron les remet complètement à leur place. En les traitant de petits cons, etc. etc. C'est assez, ça. Ouais. Et Pollack qui sait plus où donner de la tête, là, on voit les limites de Pollack, là. Voilà, il y a Cavana qui engueule en fait ses lecteurs parce que c'est ses lecteurs en fait qui n'achètent pas régulièrement Charlie Hebdo, donc finalement il engueule pas ceux qui le lisent pas, mais plutôt ceux qui lisent, quoi. Et bon bah on a fait le tour, hein. Si Oui, je- oui, on y reviendra peut-être après la musique. Ouais. Dans la grande ville de Paris, Dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues, Vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, Il y a les magistrats vendus, il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, Vive le son, vive le son. il y a de la dynamite, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, Il y a les sénateurs gâteux, il y a les députés véreux, il y a les députés véreux, il y a les généraux, assassins et bourreaux, bouchés en uniforme, vive le son, vive le son. bouchés en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. À nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps geindre et souffrir. Assez longtemps geindre et souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, Vive le son, vive le son. mort à la bourgeoisie, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. C'était la Ravachole, une chanson de 1893. Donc bah voilà, on a fait un petit peu le tour là de tout ce qu'on avait dit sur Cavana. Je pense. Une émission, vous avez pu remarquer, qui est un petit peu tendue, puisque il y a l'émotion qui est là, et voilà, et ça, nous on n'est pas, on est aussi des êtres humains, on n'est pas des machines, comme on dit, on n'est pas des robots. Les derniers représentants de l'espèce humaine sont dans les rangs des anarchistes, voyez-vous. Oui. Alors là, évidemment, la Ravachole, parce que aussi on pense à la manif de demain. Hein. On n'aura pas de dynamite, hein, rassurez-vous, les keufs. La dynamite, ça sera notre présence, c'est tout. En fait, c'est aussi même toute la dynamite qui était ces journaux, justement, aussi, Ouais. au sens figuré, quoi. Tout ce que ça représentait dans la presse, quoi. Absolument, ouais, c'est sans évidemment, sans Charlie, sans Harakiri, si vous voulez, comme je le disais dans le papier pour présenter l'émission. Eh bien, la révolution qui va se ramener demain, elle se serait pas ramenée demain, mais plutôt après-demain. Voilà, ça c'est l'héritage peut-être de ces deux publications, voilà, que ces deux copains ont
ont mis dans le paysage français. Voilà, je rappelle aussi, en passant comme ça, pour un peu finir là-dessus aujourd'hui en tout cas, que le journalisme français ne les reconnaissait pas comme des journaux. Voilà, c'était pour eux, c'était rien du tout. Charlie Hebdo ou Harakiri. Alors on a bien grincé des dents ou rigolé quand on les a vus s'apitoyer un peu tardivement sur le sort de ces journaux. Voilà, enfin, je parle du Charlie Hebdo, du Charlie, oui, et mensuel ou après Hebdo, et de Harakiri, première mouture, hein, pas celui qui existe encore aujourd'hui. Et en parlant en fait de manifs, de révolution, il y a Choron et Cavana qui dit, je pense à juste titre, que c'est leur journal donc paraissait depuis les années 60 et qu'il n'y aurait peut-être pas eu de mai 68 si ces journaux n'avaient pas existé. Absolument. En fait, ils ont passé quand même toutes ces années à préparer le changement de mentalité. Bien sûr, oui. Parce que en préparant justement, en faisant un journalisme qui était pas du tout conventionnel, voilà, qui était complètement novateur, hein, et comme insistait Cavana, c'était pas de l'humour politique, c'était de l'humour comme on peut en faire au quotidien. Il n'y avait pas, alors que maintenant, si vous voulez, on est humoriste si on est un humoriste politique, un cartooniste politique. Autrement, l'humour n'existe plus dans le dessin de comment on appelle ça, le dessin journalistique, je sais pas quoi. Enfin, bon, le dessin de presse. Dessin de presse, voilà, pardon. Alors que moi, j'en ai fait partie, mais bon, voilà, le dessin de presse maintenant c'est politique avant tout. Il y a plus avant il y avait des gens, bon, ils étaient ce qu'ils étaient, mais comme Bélus, comme Faisan, etc. Mais c'était des humoristes. C'est pas du tout des gens qui étaient branchés politiques. Voilà. On n'avait pas. Hein, c'était dans les journaux, dans le Figaro et dans Paris Images, des choses comme ça. C'est quoi que dans Paris Images, il y avait quand même du goût aussi. Je me souviens que j'étais enfant, une de mes grand-mères achetait Paris Match et je me régalais en regardant les dessins de Dubout. Voilà, qui avec les pieds nickelés a fortement influencé ma vie d'adulte. Voilà, bon on va passer. Mais sinon oui, c'est ça, donc on peut donc conseiller ce film de Denis Robert, hein, jusqu'à l'ultime seconde j'écrirai, son bouquin Mohican, si on veut. Puis la lecture au moins de ces 3 livres, hein, les Rital, les Ruskov et Lune de miel. Bon, il y en a beaucoup d'autres puisque Cavana a écrit plus de 50 bouquins. Il y en a beaucoup qui sont des bouquins historiques, mais je pense qu'on retrouve cette plume réjouissante partout, quoi. Absolument. Oui. Et si je voulais ajouter aussi faire une référence à Ciné mensuel qu'on aime bien acheter parce qu'on y retrouve encore quelque chose qui nous plaît bien et que Ciné lance une pétition là sur son site. Il va faire un procès à Bernard-Henri Lévy Bernard-Henri Lévy l'accuse de racisme et d'antisémitisme et donc Ciné va se lancer un procès. Il fait une pétition pour qu'on le soutienne. Oui, ça a été le prétexte pour Val. Le prétexte pour virer Ciné de Charlie. Alors et depuis il y a une espèce de cabale, une espèce de qui perdure et Monsieur Lévy, ce philosophe de pacotille, là, ce philosophe mondain qui en remet une couche. Voilà, bon. Ça mange pas de pain, mon pote, hein, tu peux y aller. Voilà, en tout cas, nous, on n'est pas antisémite du tout ici, il faut pour vous l'assurer. Puis si vous ne le croyez pas, on s'en tape. Mais en tout cas, on affirme qu'on ne l'est pas, mais en tout cas, et qu'on affirme aussi que Ciné ne l'est pas plus que nous. Voilà. Et tout de suite, après ces échanges aimables... On pourrait en dire encore beaucoup, finalement, oui. à toutes ces lectures et ces films. C'est vrai qu'on pourrait rester encore dans cette ambiance très longtemps. Oui, surtout, on pourrait surtout dire que, à part Ciné mensuel, qui est un peu un espèce d'enfant putatif de la presse... choronienne et comment dirais-je, cavanienne, c'est un peu con mon histoire, mais enfin bon, actuellement la presse, il n'y a plus de presse comme celle que défendaient ces deux hommes. Il reste le Canard enchaîné évidemment, mais qui est plus une institution. Voilà, tant mieux qu'elle existe, mais bon.
Et moi, Robert, j'ajouterais le journal Fakir. Quand Oui, même, bien sûr. Parce que Fakir a justement ce côté, cet imaginaire, cette façon de prendre à contre-pied auquel on n'est pas habitué, même dans les presses habituellement alternatives. Donc Tout à voilà, fait. Fakir. Et donc ce film, Merci Patron, que on conseille encore d'aller voir, Ouais. qui est encore sur les écrans. Voilà. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.